Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, en premier lieu, j'aimerais remercier donc l'UNAF pour avoir organisé donc cette réunion. Je voudrais aussi remercier Peter Neumann et Jeff Pettis pour l'honneur qu'ils nous font d'être avec nous et de participer avec nous à cette réunion. Alors, moi, je vais vous présenter en une quinzaine de minutes. Je vais essayer de pouvoir le faire. La situation, un point de situation de Athéna Tumida à La Réunion. Je vais quand même aller un petit peu plus loin que Athéna Tumida pour qu'on comprenne bien le contexte dans lequel ce parasite, à quel point ce parasite nous fait du mal. Voilà. Bon, la suite. Voilà. Donc, je voudrais vous faire un historique des grandes crises que l'apiculture à La Réunion a connues, sachant que jusque dans les années 2000, voilà, ça, voilà. J'ai un petit souci avec mon écran pour partager. Voilà. Donc, on a eu quelques soucis. J'ai quelques petits soucis avec mon écran, mais on y arrivera, je pense. Voilà. On a eu effectivement, jusque dans les années 2000, une apiculture, j'allais dire royale à La Réunion, puisqu'on n'avait pas de grands problèmes. Et donc, c'est une apiculture de nos parents, de nos grands-parents. Et à partir des années 2000, on a eu quand même, en 2 décennies, de 4 crises qui vraiment a fait changer l'apiculture, le visage de l'apiculture à La Réunion. Alors, si on fait l'historique des grandes crises, donc en 2005-2006, la lutte antivectorielle contre la maladie, le chikungunya, donc la lutte contre le moustique tigre, donc a lourdement impacté l'apiculture à La Réunion, puisqu'on a perdu pratiquement 50% du cheptel apicole de l'île. Donc cette lutte se poursuit actuellement contre le virus de la dengue, mais donc il y a eu mise en place des protocoles qui a quand même diminué le risque pour nos abeilles. En 2009, la lutte contre une espèce invasive, le raisin marron, par l'introduction d'un insecte, la tentrelle, donc Cybdela argentina, a provoqué donc la disparition d'une ressource mellifère importante, donc, qui est le raisin marron, que vous voyez ici. Donc l'insecte Cybdela argentina, donc on appelle aussi à La Réunion mouche bleue, donc en train de butiner sur les fleurs du raisin marron, donc le Rubus alceifolus. Et on voyait la larve qui donc dévore les feuilles et donc par défoliation fait disparaître la plante. Et on voit donc cet insecte-là qui aussi se nourrit de nectar, qui va ici sur une fleur de Longani, pareil sur le litchi, et donc c'est concurrence l'abeille à ce moment-là. Et c'est surtout cette plante-là qui a disparu, qui nous a fait perdre une ressource nectarifère importante. Et puis, la grosse catastrophe, ça a été le 4 mai 2017, avec l'arrivée de varroa destructor, qui était détecté pour la première fois sur l'île. Jusqu'en 2022, comme dans tous les pays, je pense, où est varroa destructor, il faut toujours lutter contre ce parasite qui fait qu'on essaye de contenir, mais qui fait beaucoup de dégâts. Et puis, le 5 juillet 2022, Athéna tumida est détecté pour la première fois sur l'île, donc dans la commune de Saint-Pierre, dans le sud de l'île. Puis un deuxième foyer plus important est identifié à Saint-Philippe et un troisième foyer à Saint-Joseph. Alors, je reviendrai un petit peu là-dessus, sur les différents foyers au fur et à mesure. Pourtant, la filière apicole réunionnaise avait anticipé son éventuelle arrivée et avait présenté une proposition de plan de lutte contextualisée, donc adaptée à La Réunion, mais cette proposition a malheureusement été rejetée. Alors, je reprends ici la répartition de PCR dans le monde établie par l'intervenant suivant, donc Peter Neumann, en 2016. Et on voit bien que
le petit coléoptère des ruches, est implanté largement dans le monde et surtout sa zone d'endémicité, donc qui est en Afrique subsaharienne, l'île de Madagascar, l'île de la Réunion étant située ici. Et puis vous avez à côté, juste à l'est, donc l'île de Maurice qui était infestée en 2014. Donc on est en plein dans la zone. Donc si on zoome un peu sur la région, vous avez l'Afrique subsaharienne, l'île de Madagascar, qui est, pour rappel, 2,5 fois plus grande que la France métropolitaine, l'île de la Réunion, donc c'est un point dans l'océan Indien, l'île Maurice qui est là. Avec donc ici la Réunion, distance de plus de 2000 km entre l'Afrique subsaharienne et la Réunion, seulement 900 km de Madagascar et 200 km de l'île Maurice, sachant que l'île Maurice a été infestée en 2014 et qu'il y a beaucoup d'échanges entre ces différents pays, notamment entre Réunion Madagascar, Réunion Maurice, Réunion Afrique du Sud. Et puis, bien sûr, Réunion, la France métropolitaine qui se trouve à pratiquement 11 000 km de la Réunion. Si on zoome davantage sur l'île, vous avez les 4 entrées de l'île, donc l'aéroport qui se trouve au nord, le port, le grand port maritime. Vous avez ensuite un petit port de plaisance ici, un port de plaisance à Saint-Pierre, un autre port de plaisance ici à Sainte-Rose. Donc il y a ces différentes entrées sur l'île avec l'aéroport, bien sûr, et les 2 points principaux, l'aéroport et puis le grand port maritime. Donc, si on regarde la superficie de l'île, vous voyez que c'est une toute petite île, 2500 km². Si on la ramène à la France métropolitaine, si on les compare à des départements français, donc les Yvelines, pratiquement équivalent, 2200 km². Par contre, la Gironde, vous voyez, c'est 4 fois plus grand. Le département de la Gironde, 10 000 km² par rapport à 2500 km². Un élément important également, c'est dans le climat, les alizés qui soufflent du sud-ouest vers l'ouest, vers le nord-ouest, et donc qui balayent l'île toute l'année, mais surtout en période hivernale, on va dire, avec des rafales, des vents jusqu'à 80 km/h. Donc, sachant que le petit coléoptère est dans cette région-là, donc ça peut peut-être participer. Donc, territoire insulaire qui est très petit, donc un risque de propagation rapide avec des conditions donc de météo de l'hiver austral, donc des forts vents qui balayent l'île d'est en ouest. Alors, je zoome davantage pour vous ramener vers la zone qui nous intéresse. Donc, vous avez ici le volcan de Piton de la Fournaise qui est toujours en activité, et vous avez ici la zone de Saint-Philippe. Là, on a découvert les foyers les plus importants. Alors, vous voyez, c'est une zone volcanique, donc recouverte entièrement de végétation, avec des remparts abrupts, donc infranchissables, et une zone recouverte de forêts denses. Alors, quand on voit ça, on a l'impression que c'est assez ancien. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez une coulée, cette coulée volcanique-là, qui est entièrement recouverte de végétation. Elle date de 1986. Donc, c'est quand même une coulée relativement récente. Alors, si on zoome sur cette région-là, c'est important de regarder ici, vous voyez la forêt qui est là, elle descend jusqu'à la mer. Il y a aussi la forêt en bord de mer. Donc, vous avez la ville de Saint-Philippe qui est ici, de chaque côté. Alors, si on zoome, donc, on a ici effectivement de nombreuses zones inaccessibles à l'homme. Alors, si on prend cette zone-là, vous voyez donc un petit hameau. Vous avez cette forêt qui est ici, donc on la retrouve ici, et puis vous avez quelques champs de canne à sucre. C'est important, j'en parlerai tout à l'heure dans mon propos. Je reviendrai sur les champs de canne à sucre si j'en ai l'occasion. Notre abeille, donc c'est Apis mellifera unicolore. Donc la voici sur une fleur de litchi et sur 2 autres fleurs endémiques donc, de la Réunion. Donc, Apis mellifera endémique de Madagascar, elle appartient à la lignée africaine A et l'étude de Maëva Techer a montré qu'elle a, jusqu'en 1982, on pouvait introduire des abeilles sur l'île. Et donc, il y a eu des introductions. Depuis 1982, il est strictement interdit d'introduire des abeilles sur l'île. Et donc, elle est quand même relativement pure, puisqu'à plus de 95%, elle a gardé les gènes de Apis mellifera unicolore.
c'est une abeille africaine. On a eu sur l'île 25 000, plus de 25 000 colonies déclarées en 2021 et donc par 785 apiculteurs, dont on va dire moins de 200 professionnels, des plus réactifs et beaucoup d'apiculteurs de loisirs. L'île étant petite et on a quand même pas mal de colonies, on va suivre les mielés. Donc voilà les 3 grosses mielées de l'île. La plus grande qui démarre en début d'année. Donc en ce moment, vous voyez au mois de mars, on est en pleine mielée de bérose, donc le Chinus theraventifolus. Et donc les apiculteurs ramènent surtout leurs ruches sur cette côte du sud vers le nord, jusqu'au nord. Ensuite, en juillet, août, septembre, vous avez la mielée de Lecce qui se trouve dans l'est. Et entre les deux, vous avez la mielée de forêt. Donc la forêt, on a vu la zone de Saint-Philippe qui descend jusqu'à la mer et qui monte en altitude ici. Donc bien sûr, c'est 2 types de forêts différentes. Et donc, qui fait la jonction entre les 2 principales mielées. Alors, il faut savoir que lorsque le petit coloptère a été découvert au mois de juillet 2022, donc sur Saint-Philippe, la mielée de Lecce était déjà, on avait commencé la transhumance. Donc il y avait quand même déjà des départs de ruchers de cette zone-là vers la zone du Lecce. Donc le 5 juillet, donc le premier foyer découvert à Saint-Pierre. Donc il est ici. Donc là, c'est une ville, c'est vraiment une grande ville. Et le foyer ici, tous les points rouges, ce sont les ruchers qui sont recensés autour. Donc la préfecture a mis en place une zone de protection en rouge et une zone de surveillance en bleu. Donc 5 km, 10 km de rayon. Donc toute cette zone-là, elle est réglementée et donc tout mouvement de ruches sont interdits. Toute activité apicole est pratiquement arrêtée, puisqu'on ne peut pas ramener de os, on ne peut pas ramener de cire, on ne peut pas ramener les vieilles caisses, les vieilles ruches, etc. Et puis, le 7 juillet, on va retrouver, donc le foyer initial étant ici. Quelques jours plus tard, on va retrouver maintenant les foyers positifs sont en noir, un carré noir. On va retrouver ici 11 foyers en noir, les zones vertes étant les ruches qui ont été inspectées et qui sont négatives. Donc, vous voyez qu'on a la prospection a eu lieu dans les zones réglementées, mais également partout sur l'île. Tous les points verts ont été inspectés et ont été déclarés négatifs. Alors, je reviens sur la zone de Saint-Philippe, qui est la plus, dans laquelle on trouve le plus de foyers. Donc, pour vous donner quelques photos, vous montrer un petit peu le paysage. Donc, vous voyez avec des pentes abruptes, donc, une forêt extrêmement dense, avec de nombreux endroits où les abeilles peuvent se loger, les abeilles sauvages. Donc, la région de Saint-Philippe est une zone forestière, donc très dense. Nombreuses régions inaccessibles, abritant de nombreuses colonies sauvages. Vous voyez, dans ces arbres, là, ce sont des abris idéaux pour elles. Donc, ces ruches-là, jusqu'à ce jour, n'ont pas été inspectées, n'ont pas été éliminées. Donc, elles pourraient effectivement entretenir et propager le parasite. Il en est de même pour les ruches qui ne sont pas déclarées. Il faut savoir, et donc qui sont inconnues. Il faut savoir qu'il y en a aussi de nombreuses ruches de ce type-là à La Réunion. Et puis, on a retrouvé le 21 juillet, un 3e foyer entre les 2 autres, à Saint-Joseph. Bon, toujours les foyers, le foyer initial ici, les autres foyers, les 10 autres foyers, donc 12 foyers en tout, jusqu'au 21 juillet. Le rouge, les foyers positifs, tout ce qui est vert, les foyers
hein, négatifs, enfin les ruchers inspectés qui sont négatifs. Alors, lorsqu'un foyer, les contrôles sont passés, donc les agents de la DAF et du GDS donc, contrôlent les ruches, et donc la ruche est inspectée sous toutes les coutures, c'est-à-dire qu'on va vérifier sous le toit, couvre-cadre nourrisseur, et puis les cadres sont sortis un à un, posés dans une ruche vide à côté, et donc, ensuite on va inspecter lorsque la ruche est donc, difficulté donc, pour détecter le petit coléoptère. Sous un couvert forestier, bon, là, on a eu la chance, quand on a fait la photo, il y avait un peu de soleil qui traversait, mais sinon, ben, c'est à l'ombre, donc on ne voit pas grand-chose. Ensuite, dans les ruches populeuses, vous voyez, le cadre qui est entièrement recouvert d'abeilles, donc pas facile de voir quelque chose dedans. Hein. Pareil dans le fond de la ruche, donc la ruche va être complètement démontée, et ensuite, on va donc remettre les cadres un à un à leur place, et donc avec des risques donc d'écrasement de la reine, de désertion des jeunes colonies, des ruchettes, des nucléi, et de refroidissement du couvain, sachant que dans la zone de Saint-Philippe, par exemple, le climat change rapidement, et vous pouvez avoir une averse rapidement, ou le temps va se refroidir rapidement. Donc les ruchers positifs sont détruits, donc ils sont... Alors, les premières destructions ont été vraiment dans des conditions inacceptables, puisque les ruches étaient euthanasiées, mais on va dire à moitié, puisqu'il y avait encore beaucoup d'abeilles vivantes, ensachées dans le sac poubelle. Donc, toute la ruche, la tôle y compris, les toits tôle. Et donc, et ensuite, elles étaient stockées dans un local pendant plusieurs jours. On les ressortait pour les brûler. Et lorsqu'on les ressortait, ben, il y avait encore beaucoup d'abeilles vivantes dedans. Donc, les ruches qui ressortaient de ce local étaient elles-mêmes démontées, cadre par cadre, le toit, le couvre-cadre, tout était démonté, empilé sur des palettes, un bûcher en palette, et donc on y met le feu. Donc, s'il y avait encore des abeilles vivantes, il pouvait aussi y avoir encore des petits coléoptères vivants éventuellement dans la ruche. Vous voyez même les toits tôles étaient eux-mêmes mis au feu. Alors destruction des ruches, donc les indemnisations. Donc on a eu les destructions les ruches brûlées ont été immédiatement pratiquement indemnisées. Donc le matériel, les ruches, les colonies, les milliers perdus, donc ça a été indemnisé rapidement et adapté au contexte. Donc il y a eu 11 apiculteurs concernés, 200 ruches détruites, donc pour un montant total des indemnisations de 120 700 €. Par contre, les pertes de mielés, de reines, de colonies n'ont pas été indemnisées. Donc, la filière a fait une demande le 16 décembre 2022. Donc, et c'est la Chambre d'agriculture qui a fait une évaluation des pertes. Donc, pour la mielée de litchi, les mielés forêts toutes fleurs, le cheptel, les essaims, les reines perdues. Et puis, pour la mielée des roses 2023 en cours, puisque on n'a pas pu la préparer. Et donc, pour un total de 25 apiculteurs, le montant des pertes estimées est de 843 000 €. Donc, l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2022, donc, en interdisant tous les déplacements de matériel et tout produit pour l'apiculture, a rendu impossible toute activité apicole dans les ruchers en zone réglementée. Donc, les trois zones qu'on a vues, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint-Philippe, cette situation donc, a entraîné des conséquences sanitaires et économiques très graves et avec des effets contraires à ceux escomptés. Alors, quels sont les effets sanitaires Donc, en premier point, l'affaiblissement des colonies, puisqu'on ne s'en occupe pas. Donc, d'où une présence de vieilles cires abandonnées par les abeilles, des désertions de colonies plus fréquentes, non-destruction des ruches non désertées, des vieilles cires, ce qui fait que bon, c'est vraiment là des
très attractif pour le petit coléoptère. Donc, concernant les litchis, donc avec l'interdiction de poser les os, donc on a eu des émages nombreux, donc d'où l'affaiblissement des colonies. Donc, on revient donc au point 1. Avec l'impossibilité de remplacer les reines, ben, affaiblissement des colonies, donc on revient au point 1. Donc, voilà donc les conséquences sanitaires. Et puis, il y a eu aussi un essaimage exceptionnel pour les ruches qui s'en sont sortis, avec un risque non négligeable pour la population. On a eu beaucoup d'essaimages, beaucoup d'appels de particuliers, d'entreprises, d'écoles, et on ne pouvait pas nous intervenir parce qu'on ne pouvait pas déplacer les abeilles. Alors, les conséquences économiques, donc une perte totale des mielés sur 12 à 18 mois, le miel litchi, les miels forêt toute fleur, et celle de baie rose en cours, comme on n'a pas pu la préparer, donc elle va être moins également. Voilà, la miel de baie rose en cours est compromise. J'espère qu'on arrivera quand même à s'en sortir un peu, mais ça va être difficile. Donc, avec la perte de cheptel et l'impossibilité de le reconstituer pendant toute cette période-là, les pertes de temps consacrées pour l'assistance au contrôle DAF et GDS. Et puis, il y a eu là quelque chose que nous n'avons pas compris. Il y a eu une dérogation qui a été accordée. Donc, un apiculteur au moins a obtenu une dérogation pour déplacer ses ruches peuplées en zone réglementée pour la pollinisation. Donc, aucune réponse pour justifier que l'arrêté préfectoral soit ainsi bafoué. Il nous a été proposé de faire aussi des demandes de dérogation, mais qu'il était difficile, voire impossible à obtenir en raison des conditions exigées. Donc, suite à ça, il y a eu donc mise en place d'un protocole pour pouvoir déplacer les os et les cadres pour récolter le miel de litchi qu'on avait pu faire quand même. Et donc, un protocole qui était inapplicable. Donc, on n'a pas le temps de tout le lire, mais vous voyez par exemple, il fallait donc obtenir une dérogation. Pour obtenir la dérogation, il fallait un contrôle, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, contrôler une ruche en pleine production, c'est compliqué. Ensuite, il y avait des préconisations extrêmement complexes, donc plusieurs couches autour de plastique, autour des os, etc. Je passe. Et puis, vous voyez, par exemple, des choses. Je n'oublie pas d'inspecter le sol dans un rayon de 2 mètres autour de chaque couche pour rechercher des œufs ou nymphes. Bon, voilà. On passe là-dessus. Et puis, vous avez ensuite, lorsqu'on a mis tout ça, donc on met les films plastiques, on met un filet sur les caisses, etc. Et puis après extraction, il faut garder les os en chambre froide, les passer à moins 20 degrés et les garder à la mêlerie. Donc c'est impossible à réaliser. Alors, nous avons quelques interrogations. Comme il n'y a pas eu d'infestation depuis le 21 juillet jusqu'au 3 février, donc des questions qu'on se posait. La stratégie d'éradication a été efficace. La présence dans les sols d'un champignon, alors je reviens à mon champ de canne tout à l'heure. Dans les années 70, il y a eu une lutte biologique contre le ver blanc. Donc, c'est un coléoptère. Et on a répandu dans les sols le Beauveria. On continue actuellement à en mettre. Donc, peut-être que ce champignon agit aussi sur la nymphose du petit coléoptère. Notre abeille d'origine africaine, est-ce qu'elle aurait des aptitudes particulières à se défendre? Les colonies sauvages ne seraient-elles pas plus vulnérables? Plus de facilité pour le petit coléoptère de pénétrer et de se dissimuler dans la ruche. On a des colonies affaiblies car elles ne sont pas traitées contre varroa et donc susceptibles de contaminer les ruchers avoisinants. Une contamination relativement ancienne, au vu des nombres de foyers, les adultes que nous retrouvons sont nés sur l'île et le parasite est déjà dans le sol. Sous forme de question, bien entendu. Alors, dès lors, comment le déloger dans la zone Saint-Philippe, une zone forestière avec de nombreuses colonies sauvages? Alors, les colonies sauvages, donc, elles peuvent abriter le parasite. C'est la même chose pour les ruches non déclarées, qui sont inconnues. Est-ce que l'infestation ne proviendrait pas surtout de ces colonies sauvages?
La France du Mans du litchi, comme on l'a vu tout à l'heure, ayant commencé avant la découverte du premier psychoptère, et donc avant la mise en place des arrêtés préfectoraux, le parasite a pu être ainsi disséminé dans d'autres régions. La vente des seins, etc. Donc, on peut aussi disséminer les parasites. Le territoire insulaire très petit, qui aussi favorise la dissémination. Là, on revient sur la destruction des colonies d'abeilles, je ne reviens pas dessus. Les dérogations pour les ruches peuplées, etc. Alors, nouvelle découverte, le 3 février. Découverte de 2 petits coquelicots morts dans un piège, dans un rucher de 22 ruches à Saint-Philippe. Donc, après 6 mois, plus de 6 mois sans nouvelle détection, alors que les prospections continuaient, on en trouve 2 dans un piège. Donc, après plus de 6 mois, donc plus de 7000 colonies d'abeilles, 550 ruchers contrôlés. Donc, il est envisagé une évolution des mesures de restriction qui sera mise en place le 1er mars. Donc, 7000 colonies, 550 ruchers. Le 15 février 2023, donc, la filière s'oppose au brûlage des ruches. Donc, déploiement important de gendarmerie, mais bon, on a pu empêcher le brûlage des 22 ruches dans lesquelles on avait trouvé 2 petits coléoptères morts. La filière met en place donc alors une motion et demande à ce que les apiculteurs impactés par les mesures puissent bénéficier d'une indemnisation immédiate à la hauteur des pertes subies. Donc, perte de mielés, perte de colonies, etc. Qu'une mission d'expertise scientifique soit mise en place et que soit saisie l'opportunité d'avoir une ruche qui a été en contact avec le parasite pour mener une recherche approfondie in situ. Donc, Saint-Philippe, vous voyez, et donc la préfecture allège les mesures et donc les zones de Saint-Pierre, Saint-Joseph sont libres. Bon, tous les mouvements de ruches doivent être déclarés, donc une déclaration, simple déclaration. Par contre, Saint-Philippe, on peut circuler dans Saint-Philippe, dépasser les rues dans Saint-Philippe, on peut y entrer, mais on ne peut pas en sortir. Et puis le 20 mars, la filière apicole installe des pièges dans les colonies sauvages en forêt de Saint-Philippe. Nous avons installé les pièges, voilà, donc dans les forêts. Donc vous voyez, ici c'est en bordure de forêt. Donc, alors, j'essaie de voir si j'arrive à faire passer la vidéo rapidement. Voilà, des colonies sauvages. On a mis des pièges dans ces colonies, donc 2 pièges par ruche. Alors je n'ai pas la date, je vois entièrement mon écran. Et donc, dernièrement, dans le plus grand secret, donc, déploiement d'un dispositif important de gendarmerie en fin d'après-midi et destruction du rucher positif du 3 février. Donc, notre action n'a fait que reculer l'échéance. Donc, le rucher a été détruit. Le 3 avril, on relève les pièges, donc c'était hier, installés le 20 mars. Donc, on a retrouvé des éléments suspects et on a transmis des photos. Tout ça, c'était fait en présence d'un huissier. Donc, le matériel a été transmis à la DAF et on a transmis également, j'ai transmis également les photos ce soir à Jeff Pettis et à Peter Neumann. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Alors, un dernier mot. Je viens d'avoir l'information pratiquement en même temps que je parlais. On a détecté un nouveau foyer, il est confirmé par l'ANSES, sur la commune de Saint-Philippe. Un rucher d'un apiculteur qui avait installé des ruches, dont les ruches avaient été brûlées. Donc, il est allé récolter des essaims en forêt, il a installé chez lui une trentaine de ruches. Ces ruches étaient suivies par la DAF et les GDS. On a retrouvé donc, une forte infestation donc, qui a été confirmée par l'ANSES à l'instant même. Merci pour votre attention. Merci beaucoup François. Beaucoup de Buckfast ont été introduites à la Réunion, donc c'est une personne qui fait cette remarque dans les années 2000. Je peux répondre à ça. Moi, je n'ai aucune connaissance. 2000, de toute façon, il est interdit d'introduire des abeilles sur l'île depuis 1982. Donc, moi, je n'ai pas connaissance qu'il y a eu des Buckfast sur l'île. On a eu de la Carnica, de la Ligustica dans les années 70 et jusqu'en 1982. Après, il n'y en a plus eu. Très bien. Alors,
Une personne qui demande si on pourrait avoir plus de détails sur le suivi des essaims piégés. Alors, on est allé donc en forêt le 20 mars en compagnie d'un huissier. Donc, nous avons repéré en 2 heures 5 colonies sauvages. Et donc, on a mis 2 pièges dans chaque colonie. Donc, on n'a pas touché la colonie. On a glissé des pièges sous les cires. Et donc, on a mis 2 types de pièges. Et ensuite, donc hier, on est allé les relever. Et donc, il y avait pas mal de choses dedans. Donc, on a envoyé pour analyse à l'ANSES, donc par le biais de la DAF. Et deux autres questions, du coup, c'était quoi comme type de piège? Et une question qui demande, du coup, donc il y avait vous et qui d'autres comme organisme qui a participé à cette mission? Alors, il y avait donc le syndicat apicole de la Réunion, la DA Réunion et la Copémienne de Bourbon. Du coup, une personne de Madagascar qui nous dit qu'ils ont, donc nous avons un grand problème, et qui demande si le développement du PCR est lié au climat ou à l'altitude. Mais je pense qu'on aura cette réponse dans Oui, les présentations suivantes. Ouais. moi, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Et donc, de nouveau, une question par rapport aux pièges, en quoi consistent les pièges, mais je pense que là aussi, on aura la réponse dans les deux Oui, présentations suivantes. voilà. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer aux présentations suivantes. Donc, je vais laisser Très bien. la parole aux Merci. intervenants suivants. Merci beaucoup, François.